Bienvenue dans le débat. On va revenir sur le protocole d'accord entre les États-Unis et l'Iran, paraphé hier au château de Versailles par Donald Trump et à Téhéran par le président iranien Massoud Pezeshkian. Le détroit d'Ormuz sera vite rouvert et le blocus américain levé dans les 30 jours. L'Iran s'engage à ne pas développer ni acquérir la bombe nucléaire. Washington s'engage aussi à lever l'ensemble des sanctions américaines contre Téhéran en cas de conclusion d'un accord définitif au terme d'une période de négociation de 60 jours. J.D. Vance, le vice-président américain, a pris la parole il y a quelques instants. Il dit que la période des négociations de 60 jours avec l'Iran commence aujourd'hui. Alors, qui est le gagnant finalement dans cet accord? Les États-Unis, l'Iran et puis quid d'Israël? Le détroit d'Ormuz sera-t-il rapidement ouvert? 60 jours de négociations aboutiront-elles finalement à la paix? On va poser ces questions à mes invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Karim-Émile Bittard. Bonsoir. Bonsoir. Enseignant donc à Sciences Po et professeur à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth. Bienvenue à vous. En face de vous, Armin Harefi est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Grand reporter au Point. Merci d'être là. Nous avons Ronald Datto ce soir. Bonsoir. Vous êtes professeur de relations internationales à Sciences Po. Et puis Tamar Sebok. Bonsoir, correspondante en France du quotidien Idiote Aranaudot. Merci également d'être là. Avant de revenir justement sur ce protocole d'accord, ce mémorandum, comme on l'appelle, on fait un point en image avec Luc Lacroix. Au son des couverts, en plein dîner à Versailles, Donald Trump surprend tout le monde et signe officiellement le protocole d'accord avec l'Iran. Ça n'a pas été facile. Emmanuel Macron lance les applaudissements. Satisfaction affichée du président américain qui brandit fièrement le texte de 14 points signé un peu plus tard par le président iranien. C'est la fin officielle de la guerre avec l'Iran. C'est signé. Oui, c'est signé. C'est un accord qui permet de mettre fin au conflit, qui permet la paix, la réouverture du détroit d'Ormuz, sans péage. Justement, un navire français de gaz liquéfié a franchi ce matin le détroit d'Ormuz, une première depuis le début de la guerre. Mais tout n'est pas réglé sur ce point. La zone est potentiellement minée. Les négociations doivent se poursuivre. Tout reste à faire aussi pour le nucléaire. Les Iraniens s'engagent à ne pas développer de bombes atomiques, mais ce n'est pas nouveau. Quant au stock d'uranium enrichi, il doit être dilué, mais on ne sait pas comment. Surtout, pour parvenir à cet accord, Donald Trump a dû faire des concessions. Levée de sanctions, fonds de plusieurs centaines de milliards d'euros pour la reconstruction de l'Iran. Il a aussi renoncé à l'un de ses buts de guerre, empêcher l'Iran d'avoir des missiles balistiques. Si d'autres pays en ont, ce serait injuste qu'ils n'en aient pas eux aussi. Autre objectif auquel Donald Trump a renoncé, le changement de régime. Il n'est plus question de faire tomber la République islamique d'Iran. L'armée américaine qui donc annonce avoir levé son blocus des ports iraniens. Ça, c'est une information qui nous parvient à l'instant. J.D. Vance a dit les négociations, ça démarre aujourd'hui. Karim-Émile Bittard, 14 points donc dans ce protocole d'accord. Qui en ressort gagnant? Certainement pas M. Trump, en tout cas, pour quelqu'un qui s'est vanté depuis 30 ans d'avoir écrit un livre qui s'appelle The Art of the Deal, bien qu'on ait appris après par son ghostwriter, son prête-plume, que Trump a à peine suggéré quelques idées, qu'il n'en était pas l'auteur, mais il se vantait d'être le roi du deal. Et là, on a l'impression qu'il s'est fait rouler dans la farine. On a rarement vu autant rouler de concessions. Rouler dans la farine, vous dites. Ah oui, à cause du nombre de concessions qu'il fait. Quand j'ai vu le premier draft qui a circulé par Axios, je me suis dit, c'est quelqu'un qui fait fuiter ça, c'est de la propagande iranienne, etc. Aujourd'hui, c'est confirmé. Aucun engagement sur le nucléaire, aucun engagement sur le balistique. Il va même jusqu'à briser un tabou. Il dit, si les Saoudiens en ont, pourquoi est-ce que les Iraniens n'en auraient pas? Aucun engagement sur les proxys. La seule chose, c'est qu'on ouvre le détroit d'Ormuz, qui était déjà grandement ouvert il y a 4 mois, et 300 milliards de dollars. C'est un jackpot pour le régime iranien, levée des sanctions, dégel des avoirs. Donc, on ne voit pas la moindre trace d'une victoire américaine
américaine, c'est un fiasco diplomatique qui était annoncé dès le début de cette guerre, car cette guerre a été déclenchée sur des prétextes fallacieux, sans la moindre stratégie, contre l'avis des principaux hauts responsables américains. Et si aujourd'hui il se lâche contre Netanyahou, c'est peut-être parce qu'il estime qu'il n'aurait pas dû écouter les conseils de Netanyahou, mais plutôt ceux de J.D. Vance, de Marco Rubio, du directeur de la CIA, qui étaient tous hostiles à cette guerre. Amin Arifi, vous êtes d'accord? Et pour autant, l'Iran est-elle victorieuse? Est-ce que c'est la grande gagnante de cet accord? Écoutez, jusqu'à la révélation de ce protocole d'accord, on ne pouvait pas dire, à mon sens, que l'Iran sortait victorieux de la guerre, parce que le régime avait été extrêmement affaibli au niveau politique, au niveau militaire. Un grand nombre de bases iraniennes avaient été frappées par les bombardements américano-israéliens. Donc on ne pouvait pas le dire. Aujourd'hui, à la lecture quand même de ce document en 14 points, c'est assez spectaculaire de voir à quel point les exigences iraniennes figurent dans ce document. Rendez-vous compte, aujourd'hui, le seul geste qui est demandé à la République islamique à l'issue de ce protocole d'accord immédiatement, c'est la réouverture du détroit d'Ormuz qui était déjà ouvert avant le déclenchement de cette guerre. Pour le reste, on est dans une déclaration, et les Iraniens sont très très forts dans l'art déclamatoire, à savoir qu'ils ne cherchent pas la bombe atomique, c'est ce qu'ils affirment et répètent depuis maintenant des années, mais pour l'instant, on n'a aucune garantie sur le nucléaire, et la question du nucléaire, qui est la question la plus épineuse, celle pour laquelle cette guerre a été déclarée, ne sera réglée, si tant est qu'elle soit réglée un jour, qu'à l'issue de ces 60 jours de nouvelles négociations. Et est-ce que 60 jours, ils suffiront? Non. Voilà, c'est la question, mais rendez-vous compte. L'Iran réouvre Hormuz, en contrepartie, Trump lève le blocus sur les ports iraniens, l'Iran n'était plus en mesure d'exporter son pétrole, l'Iran se voit rendre dégelé, si l'on peut dire, environ plusieurs milliards, si ce n'est jusqu'à 24 milliards de dollars d'avoirs iraniens qui avaient été gelés à l'avènement de la République islamique. L'Iran se voit lever pendant cette période de 60 jours, en tout cas offrir des dérogations permettant d'exporter son pétrole, contrairement aux sanctions qui étaient prononcées par les États-Unis depuis maintenant 2019, sur tous les points, la République islamique d'Iran sort gagnante. Et c'est à se demander ce qui est passé par la tête de Donald Trump, qui, contrairement à ses déclarations extrêmement fortes qu'on était proche d'un accord, que l'Iran allait capituler, aujourd'hui, on voit en tout cas dans le texte qui est posé que les Iraniens peuvent se satisfaire d'avoir infligé, en tout cas, je ne sais pas si on peut parler de victoire, mais une humiliation au chef de la plus grande armée du monde, Donald Trump. Ce même Donald Trump, qui, il faut le rappeler, s'était retiré d'un accord quand même assez bien ficelé sur le nucléaire, le JCPOA, l'accord sur le nucléaire iranien de 2015, que respectait la République islamique. Donc, pourquoi on a un accord dont se retire unilatéralement Donald Trump. 2 guerres plus tard, il va signer un accord qui est, à bien des égards, moins efficace, moins fort, beaucoup plus faible que celui qu'il avait quitté. C'est un fiasco total pour les États-Unis et c'est extrêmement grave, je trouve. Ronald Hatto, votre analyse. Il faut rappeler d'ailleurs que Trump a justifié hier que finalement il avait signé cet accord pour ne pas provoquer une catastrophe économique mondiale, c'est-à-dire pour ne pas être comparé à Herbert Hoover, qui était le président américain qu'on accuse d'avoir précipité dans la crise de 1929. C'était la principale justification hier soir. Comme on vient de le voir, le détroit d'Ormuz était ouvert avant que les Américains, les Israéliens se mettent à bombarder l'Iran. Donc finalement, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'ils corrigent le tir. J'ai fait une bêtise. Et là, maintenant, on signe un deal avec les Iraniens. On peut réouvrir le détroit d'Ormuz et il n'y aura pas de crise économique. Mais comme Armin vient de le dire, c'est une catastrophe au plan diplomatique. C'est terrible. Mais pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de stratégie, comme vous le disiez tout à l'heure, dès le départ. Qu'est-ce que c'était? Le but était de renverser le régime. Renverser le régime. C'était la chute du régime au départ. Le nucléaire, mais c'est pas clair. Le nucléaire, les missiles, ce qui vient de prononcer comme les autres pays en ont, l'Iran a le droit d'en avoir, mais c'est n'importe quoi. Alors là, aujourd'hui, J.D. Vance a dit qu'ils avaient perdu beaucoup de missiles balistiques. Après, on voit des chiffres un peu oui, mais le renseignement américain dit le contraire. Oui, dit que 70% des stocks iraniens ont pu être reconstitués pour la simple et unique raison que c'est surtout en fait l'entrée des tunnels souterrains où se trouvaient les missiles qui avaient bombardé les Américains et les Israéliens, et pas en profondeur. Mais encore une fois, cette guerre, au départ, a commencé par un tweet de soutien
d'aide à la population iranienne qui se faisait massacrer. Ensuite, Donald Trump a brandi la menace du nucléaire. À ce moment-là, le programme nucléaire iranien ne constituait pas une menace. Et aujourd'hui, on se retrouve, rendez-vous compte, pour la République islamique, avec la possibilité d'une levée des sanctions secondaires contre tous ceux qui commerçaient avec la République islamique, mais également les sanctions primaires, ceux qui touchaient les citoyens américains, les entreprises américaines qui auraient un jour souhaité commercer avec la République islamique. C'est un rêve qui est en train de se réaliser pour les mollahs, ou en tout cas ceux qui sont encore en place, parce que l'ayatollah Khamenei a été tué. Et donc ça montre, ça donne comme symbole le fait que, voilà, pour l'Iran, il suffit de bloquer l'économie mondiale, de prendre en otage le détroit d'Ormuz, qui est un détroit dans lequel normalement les gens peuvent exactement librement circuler pour obtenir ce qu'elles souhaitent depuis maintenant 47 ans. Ça peut donner des idées à d'autres. Oui, à d'autres. En plus, Tamar Sebok, le grand perdant tout de même, c'est Benyamin Netanyahou, non, on peut le dire ce soir. Il n'y a rien justement sur le balistique iranien. Lui tenait à ce que le balistique iranien soit éradiqué. Et puis en plus, on peut dire que le torchon brûle véritablement entre Donald Trump et Benyamin Netanyahou. J.D. Vance qui a dit justement aussi qu'il fallait que Israël ouvre les yeux. Donc on n'est plus du tout dans une relation cordiale là, entre Israël et les États-Unis. Je crois que ça... Enfin, en tout cas, dans le déclaratif. Voilà, dans le déclaratif. Parce que et Netanyahou et Trump sont très instables. Quand ils ont des intérêts communs, ça se remet. Mais je crois que... Il leur reprochait de faire exploser des immeubles quand il visait les forces du Hezbollah. C'est ce qu'il disait hier. Donc, ce qu'il lui reproche vraiment, c'est le fait qu'il a failli faire capoter cet accord qui était très important pour Trump, à signer juste pendant son anniversaire et tout de suite, et qu'il ne regarde pas le détail. Ça veut dire que Netanyahou, d'habitude, il recule quand Trump lui dit ça suffit. Et là, il a frappé quand même. Il a frappé quand même, c'est inédit. Donc c'est pour ça que les torchons brûlent. Et en tout cas, les États-Unis ont besoin de dire on était mal conseillés, c'est jamais désagréable de partir en disant nous avons analysé, nous avions tort. Mais Netanyahou, pour lui, c'est quand même un échec politique. Ce qui se passe un échec politique. Cet accord. Surtout qu'il a perdu, et sur le front du Liban, il avait une attitude au Liban. Ça veut dire qu'il pouvait reculer un peu, y aller taper le Hezbollah quand même. Là, on lui dit, c'est nous qui décidons. Ça veut dire, même la petite latitude qu'il avait pour attaquer le Hezbollah, il a perdu. Là, il ne peut rien faire sans l'accord des États-Unis. Donc c'est un sacré coup dur quand même, on peut le dire. Oui. Karim Emile-Bitar, justement, pour rebondir sur la situation au Liban. Le Liban fait partie, c'est écrit noir sur blanc dans ce protocole d'accord, de cet accord qui parle donc du maintien de la souveraineté du Liban et de la fin des hostilités sur tous les fronts. Bon, on a vu aujourd'hui tout de même qu'il y avait encore des frappes israéliennes dans le sud, des tirs du Hezbollah, revendiqués d'ailleurs par le Hezbollah. Donc, et puis qu'en plus, il va continuer à y avoir des négociations donc séparées du Liban avec Israël aux États-Unis. Ça, le président libanais l'a redit. Donc, est-ce qu'on peut dire que le Liban rentre dans tout cela, dans ce protocole ? C'est précisément... Même si pratiquement, on a l'impression quand même que la situation change peu. Ce que je crains, c'est que le Liban soit encore une fois le point d'achoppement qui fasse capoter tout cet accord. Parce que Netanyahou, avant même de lire cet accord, a dit « Je ne me sens pas concerné par la clause libanaise, je poursuivrai mes attaques contre le Liban ». Le Hezbollah, de son côté, se sent revigoré aujourd'hui. Il présente ça comme une victoire, que c'est l'Iran qui a réussi à imposer un cessez-le-feu, et il espère avoir des retombées financières parce que ces avoirs qui vont être dégelés, 10% ont été promis aux proxys iraniens. Donc ça fait d'énormes sommes. Cela dit, ça va dépendre des pressions que Trump va exercer sur Netanyahou. Il commence à hausser le ton, aussi bien lui que J.D. Vance. Au sommet du G7 à Évian, il a dit il ne faut pas qu'Israël oublie que nous sommes les senior partners et eux, ce sont les junior partners. Il a même dit very junior partners, de tout petits partenaires. Ce qui l'a irrité à Trump, c'est surtout les articles de presse américaine le présentant comme une sorte de marionnette. C'est en fait mené par le bout du nez par Benjamin Netanyahou. Il ne peut pas supporter ça. Il
a rappelé au G7 « Je suis le boss » à propos d'un autre sujet, mais il veut toujours apparaître comme le boss et surtout pas comme un suiveur. Donc quand vous dites que ça dépendra de Trump, c'est-à-dire... Est-ce que les États-Unis vont utiliser les leviers dont ils disposent pour contraindre Israël à un cessez-le-feu et à un retrait du Liban? Je doute qu'en période électorale, Netanyahou se retire du Liban. Il est déjà attaqué violemment par les maires du nord d'Israël. Et il y a des attaques, un déchaînement contre Trump. Ça, c'est très ironique. Trump était présenté comme Churchill en Israël il y a 2 mois. Aujourd'hui, c'est Neville Chamberlain. On s'en prend à... Donc c'est la capitulation, hein, Chamberlain. Voilà, on s'en prend à J.D. Vance aussi. On le traite de pourriture. Trump est celui qui a trahi, qui a poignardé Israël dans le dos. Donc tout cela va quand même laisser des traces. Tamer Sebok, là-dessus. Alors, ceux qui les traitent des pourritures, tout est vrai, mais c'est la chaîne 14 qui n'est pas une vraie chaîne d'information, mais une sorte de chaîne de propagande qui se trouve parfois plus à droite même que Netanyahou. Donc, c'est dit, mais ça n'a pas un poids comme si c'était le média du centre. Mais il va avoir quelle marge de manœuvre, en fait, oui, c'est ça, la question, Benjamin Netanyahou, parce qu'on voit bien que Donald Trump s'en sépare. Les États-Unis ne vont pas lâcher Israël, mais on tire d'un côté ou de l'autre, c'est la question, et quelle est le marge de manœuvre. Mais il ne faut pas penser que les États-Unis vont dire ça suffit, si vous ne faites pas ça, au revoir. Ce qu'ils font déjà, c'est qu'ils ralentissent les cargaisons de munitions et tout ça, ça commence. Et ils font savoir, sans le dire, que ça pourrait prendre de plus en plus de temps. Mais je ne vois pas comment les États-Unis peut dire, dans la situation dans laquelle les États-Unis se trouvent maintenant, dans 1 mois, 2 mois, 1 an, c'est autre chose. C'est fini. Vous pensez? Mais on parle de la souveraineté du Liban, mais le Hezbollah, c'est le bras armé de l'Iran au Liban. Ça me fait bien rigoler, cette histoire il faut que le Liban recouvre son indépendance. Tant que le Hezbollah sera le bras armé de l'Iran au Liban, le Liban sera encore on revient toujours à cette question du désarmement du Hezbollah, mais il y a ces négociations. L'armée libanaise est incapable de désarmer le Hezbollah. Alors justement, aujourd'hui, les Américains ont bien précisé qu'ils voulaient que l'armée libanaise, ils parlent même de police libanaise, occupe le sud du Liban. Oui, alors ça va, c'est très bien, mais le problème, c'est ce qu'il a dit hier. Il a proposé que le président syrien fasse ça, c'est autre boulot. chose, oui. Il a dit, contrairement à Israël, il pourra s'y prendre correctement, c'est-à-dire ne pas démolir un immeuble entier pour atteindre un cadre du Hezbollah. Donc Trump est en train de placer l'ancien leader du Hezbollah comme plus responsable que Netanyahou. Et c'est une idée qui a fait l'unanimité contre elle au Liban. Les Libanais sont rarement d'accord, mais là, cette idée d'envoyer à nouveau la Syrie au Liban, ce qui provoquerait inévitablement une guerre civile entre sunnites et chiites. C'est les sunnites. Ils vont remplacer les chiites par des sunnites. Ça fait réagir au Liban, et c'est une mauvaise idée. Une idée totalement farfelue, extrêmement dangereuse, mais on a l'impression que c'était peut-être un message envoyé aux Israéliens ou à d'autres, ou alors, comme d'habitude, quelque chose qui lui sort par la tête. Un mot sur les nouveaux dirigeants iraniens, Armin Arifi, parce que, bon, lui, Trump dit le régime a changé. Finalement, Khalibaf, ce sont les gardiens de la révolution. Dans quelle mesure on peut dire que le régime a changé, pas changé du tout? Parce qu'on parle beaucoup des pragmatiques. Ouais, des pragmatiques qui sont même d'anciens gardiens de la Révolution, qui n'en restent pas moins assez conservateurs. Alors, ce qui était intéressant, c'est que dans la signature du document par le président Pezeshkian, qui a une marge de manœuvre très très limitée en Iran et qui n'a en réalité pas de pouvoir, on avait donc le nouveau guide suprême, Mojtaba Khamenei, qui a repris visiblement du poil de la bête et qui est en mesure d'influer sur les discussions en Iran. On a donc les 2 anciens guides suprêmes iraniens, l'ayatollah Khamenei, son père, et l'ayatollah Ruhollah Khomeini, fondateur de la République islamique. Et puis on a le portrait justement du président du Parlement, Mohammad Borrell Ghalibaf, donc ancien gardien de la Révolution. C'est lui dont on parle le plus. C'est lui qui est donc Ghalibaf qui a dit que il n'avait pas envie de signer cet accord, mais qu'il s'est résolu façon d'endosser la responsabilité de ce qui est vu comme une victoire à Téhéran. Maintenant, aujourd'hui, il ne faut pas se tromper. Le pouvoir, comme vous l'avez dit, est entre les mains des gardiens de la Révolution, donc cette armée idéologique de la République islamique, dont le chef Ahmad Vahidi, ancien ministre de la Défense, un précédent gouvernement iranien, je crois, sous Ahmadinejad, a influé, ne serait-ce que sur la nomination de Mojtaba Khamenei à la place de son père, alors qu'il n'avait pas les qualités requises. Mais on a malgré tout un pouvoir iranien qui reste extrêmement pragmatique, rationnel, et on l'a vu notamment dans cette guerre, dans la réponse, à chaque fois les réponses assez
calibrés à chaque frappe qu'ils ont reçue. Maintenant, la répression à l'égard du peuple iranien, elle ne change pas avec ce type... Non seulement elle ne change pas, elle s'est même aggravée. Depuis le 15 mars, une quarantaine de personnes qui ont été exécutées pour des raisons politiques en Iran. Et encore une fois, et ça aussi il faut le dire, c'est le peuple iranien est le grand perdant de cette guerre, et bien plus que Benyamin Netanyahou, parce que Benyamin Netanyahou il a quand même réussi à affaiblir un régime qui était considéré comme une menace existentielle pour Israël et tous les dirigeants israéliens successifs. Pour ce qui est de la population iranienne, elle est descendue dans la rue en raison de la situation économique fin décembre. Donald Trump leur a promis leur aide, celle-ci n'est jamais arrivée. Et alors que la population iranienne, l'argument de l'aide à la population iranienne faisait partie du discours de Donald Trump, cet argument a disparu. Aujourd'hui, il va quand même se laisser aller à dire que, en fait, I never cared about regime change. Je ne me suis jamais soucié d'un changement du régime en Iran. Ce qui est complètement faux, ce qui est démenti par ses premières déclarations. Et ce qui montre... premiers tweets. Il avait appelé à l'insurrection. Il avait appelé à l'insurrection la population à prendre le contrôle. Aujourd'hui, cette population est laissée pour compte. Et en réalité, il faut aussi dire les choses. On le savait, tous les spécialistes qui suivaient l'Iran savaient que ça se passerait comme ça. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où on n'envoie pas des troupes au sol, ce qui allait être une très très longue guerre extrêmement coûteuse pour les Américains. Mais il en était question à un moment donné. Oui, mais c'était pas 10 000. C'était 10 000 soldats pour s'emparer de l'île de Karg, le terminal pétrolier, mais ça ne changeait pas la donne sur les détroit d'Ormuz. Donc on hésitait, on avait beaucoup de déclarations de la part des Iraniens et de la part de Donald Trump disant qu'on est proche d'un deal, qu'on est plus fort, tout ça. Aujourd'hui, le texte, c'est ça qui est très très intéressant, le texte de l'accord nous montre à quel point en réalité, les Iraniens sont sortis renforcés de cette guerre. Et quand je dis les Iraniens, je parle bien sûr du régime, mais pas de la population qui est dans un état de désespoir total. Maintenant, la seule peut-être issue au bout du tunnel, je parle d'un niveau au niveau pragmatique et au niveau factuel, c'est peut-être que la levée des sanctions puisse bénéficier, en plus des régimes et des proxys, à une partie de la population. D'ores et déjà, on voit que le cours de la monnaie nationale par rapport au dollar remonte. C'est bien parce que ça va entraîner une baisse de l'inflation, mais c'est peut-être le seul espoir. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une situation de désespoir et d'impasse totale en Iran. Un mot sur le détroit d'Ormuz, puisque justement, vous parliez du président du Parlement iranien, Khalibaf. On va l'écouter parce qu'il s'est exprimé justement sur la réouverture du détroit d'Ormuz. Le contrôle du détroit implique sa gestion. Cette gestion sera effectuée conformément aux lois de l'État riverain. En effet, nous avons la responsabilité et la souveraineté sur ce territoire. Naturellement, des services sont fournis et en contrepartie, nous percevrons une redevance. Ronald Atto, alors ça c'est quand même l'information, c'est que finalement il est rouvert. Déjà il y a quelques navires qui sont passés aujourd'hui, mais bon il va y avoir cette espèce de, alors pas exactement une taxe, mais une sorte de droit de passage, de droit de gestion qui va être imposé par les Iraniens. Il parle de services offerts par l'Iran lors du passage du détroit d'Ormuz. Quel service quoi? Ils ont des assurances. Des pilotes. C'est un service d'assurance pour garantir leur sécurité par rapport à la possibilité de mine. C'est une rhétorique, c'est un narratif iranien pour dire en fait qu'ils vont les raqueter. Diplomatique, c'est un racket à la protection. C'est un racket, mais donc ce racket, il va être quand même mis en place. C'est pas sûr. On sent que chaque camp veut garder la face. Pour l'instant, je vois mal les Iraniens faire capoter, en tout cas tout de suite, l'accord en instaurant un système de taxes qui irait à l'encontre du texte en 14 points. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'ici, donc c'est une posture, Khalibaf, je pense que c'est une posture à la télévision nationale pour satisfaire les partisans du régime et montrer la grandeur du régime et de l'Iran. Mais en réalité, aujourd'hui, en tout cas dans l'immédiat, l'Iran n'a pas intérêt à faire capoter cet accord, d'autant qu'ils vont déjà recevoir les dividendes en matière de dollars, de milliards de dollars de fonds dégelés et de lever des sanctions sur le pétrole. Donc pour l'instant, ils ont le beurre et l'argent du beurre. Je ne les vois mal perturber le détroit, en tout cas pour l'instant, parce qu'une fois qu'ils l'ont fait, comme ce qu'ils ont fait depuis le début de la guerre, maintenant il sera beaucoup plus facile, en cas de reprise de frappe israélienne américaine, de perturber ce détroit avec un communiqué, 2-3 frappes sur des missiles et le prix des assurances qui va augmenter. Donc c'est ça l'arme de dissuasion massive dont bénéficie aujourd'hui la République islamique. C'est Hormuz, c'est pas la bombe. Réouverture d'Hormuz. De l'autre côté, donc levée du blocus américain. Manifestement, les Américains disent que c'est depuis, J.D. Vance, que c'est à partir d'aujourd'hui. Et puis donc levée temporaire des restrictions bancaires, vous faisiez référence, pour faciliter l'exportation du pétrole iranien. Alors ça, on peut pas dire que ça n'inquiète pas quand même les faucons américains, Karim El-Bitar, parce que c'est quand même étonnant.
de laisser non seulement l'exportation du pétrole iranien, mais en plus de lever ces restrictions bancaires. Qui étaient en place avant la guerre. Avant la guerre, le pétrole iranien était sanctionné depuis 2019. Exactement. Et là, en fait, on facilite, même les Américains facilitent cette exportation. C'est la raison principale qui l'a conduit à signer cet accord. Parfois, Trump est d'une franchise désarmante. Il a dit texto, si je continue à les bombarder, les navires restent bloqués dans le détroit d'Ormuz. Ça veut dire que c'est 500 ou 600 millions de dollars par jour. Et ça veut dire aussi que dans 4 semaines, c'est une pénurie totale de pétrole dans le monde. Est-ce que vous voulez le chaos? Est-ce que vous voulez une crise économique? Donc, il a compris... Mais de là à faciliter les exportations en donnant... Écoutez, le contre-blocus a montré ses limites. Il n'y a pas 36 000 solutions. Si on veut l'ouvrir, ce détroit d'Ormuz, les Iraniens vont en profiter et ils ont découvert que c'était une arme de dissuasion éventuellement plus importante que l'arme nucléaire. Parce que le nucléaire, on a beau dire, on ne s'en sert pas aussi facilement. Alors que là, comme Armin l'a dit, en 2 claquements de doigts, on peut de nouveau fermer le détroit d'Ormuz dans 2-3 mois. Alors du coup, les faucons au Congrès sont mécontents. Les républicains qui étaient justement favorables à la guerre. Ted Cruz, Bill Cassidy aussi. Ronald Reagan se retournerait dans sa tombe. Voilà ce qu'il dit, Ronald Dato, Bill Cassidy justement. Ronald Reagan, Ronald Dato, voilà. C'est de hasard. En tout cas, ça fait des remous du côté des républicains. C'est normal. C'est-à-dire que pour les États-Unis, Reagan avait géré la crise Iran-Irak de façon beaucoup plus, à mon avis, efficace. C'est-à-dire qu'il avait soutenu l'Irak vers la fin pour permettre à l'Irak de vaincre l'Iran. Mais ce que moi je disais depuis le début, c'est que les Américains ils en avaient plein leur assiette avec les Iraniens, parce que les Iraniens, entre 80 et 88, ils étaient dans une situation catastrophique. Ils n'avaient aucun allié. Les Chinois leur vendaient quelques armes ici et là. Il y a eu le fameux Iron Gate. Mais donc, je me disais, les Américains ils vont avoir un gros os à gruger. Et donc, on le voit maintenant, et c'est pour ça que les Américains, je pense, au Congrès, certains Américains sont complètement frustrés par la fin de ce conflit. D'ailleurs, et à un moment donné, il faudra une autorisation du Congrès tout de même pour lever toutes les sanctions, me semble-t-il. Même si là, il y a une dérogation. Oui. Mais comme pour la guerre, j'imagine que Trump trouvera un moyen de détourner, Voilà, il y a une dérogation qui permet donc aux Iraniens d'utiliser... Mais puisqu'on parle de Ronald Reagan, il faut rappeler que ces faucons qui critiquent aujourd'hui cet accord étaient les mêmes que ceux qui disaient Reagan fait de l'appeasement parce qu'il parle à Gorbatchev dans les années 87-88. Reagan avait fait des négociations pour le désarmement et les néoconservateurs, notamment Podhoretz, disaient, lui aussi, il l'attaquait, il l'accusait d'être un Chamberlain qui était dans une logique d'appeasement. Donc il y a un courant politique aux États-Unis qui veut absolument toujours en découdre par la guerre. Aujourd'hui, ça a montré ses limites et l'opinion publique américaine ne suit plus. Ouais, et Jacksonien. Justement, alors, Tamar Sebok, sur ces 300, parce que on parlait donc des exportations de pétrole donc, qui sont facilitées par les États-Unis de manière immédiate, de ces actifs iraniens gelés et de la création d'un fonds de 300 milliards de dollars prévu pour la reconstruction de l'Iran. Alors, a priori, ça serait plutôt un fonds de capitaux privés. On parle de pays du Golfe, mais enfin bon, pour le moment, on n'a pas eu de déclaration réelle. Et ça, Israël, ça ne doit pas vraiment leur faire plaisir. Non, ça ne leur fait pas plaisir, certes, mais il faut voir, pour le moment, il y a le Qatar qui s'est engagé, qu'il est du Zoupa, et ils ont tout de suite libéré déjà 3 milliards. Le c'est Qatar. clair, l'Arabie Saoudite... 3 milliards le Qatar. Oui, tout de suite. D'actifs gelés. Oui, déjà. Après, il y a le 12 qui vont être libérés là, mais ils ont fait comprendre que les 3 milliards, c'est déjà prêt. Dites-le, on vous l'envoie. Après, il y a l'Arabie Saoudite qui n'est pas aussi enthousiaste à redonner du pouvoir à l'Iran en disant vous nous avez attaqué. Ça veut dire que ça va pas. C'est pas parce que Trump a dit que tout le monde va suivre tout de suite, immédiatement. Les États-Unis ont aussi des problèmes des leviers parce que comme il a tergiversé tellement de fois à Trump, les gens ils attendent pour voir. Pour les Israéliens, le grand problème est le balistique et si il y a à nouveau un budget comme le stock est prêt, ça risque d'être une épée sur la tête des Israéliens. Et il y a la question, est-ce que ces fonds peuvent arriver rapidement ou pas au Hezbollah? Donc la Syrie a un rôle à jouer, mais c'est pas non plus un pays suffisamment fort pour bloquer des passages des fonds et des armes.
Et alors là, justement, déclaration, hein, vous parliez du guide suprême, qui est en train de... Enfin, en tout cas, il a dit qu'il a enregistré un message qui est en ce moment probablement diffusé, puisqu'on apprend donc qu'il dit que si les Américains vont trop loin, eh bien, ils n'accepteront plus. Donc là, on sent effectivement cette posture de attention. Oui, bon, après ça, c'est encore une fois, c'est du déclaratif. Mais oui. ce qui est très intéressant, c'est qu'on a eu quand même des critiques qui ont été formulées par les factions les plus ultra-conservatrices en Iran. Ça existe. Et derrière, l'ensemble des nouveaux dirigeants, si je puis dire, notamment les anciens gardiens de la Révolution à la tête du Conseil suprême de sécurité nationale, Mohammad Ghalibaf et d'autres, ont appelé justement à écouter les propos du guide et le fait que le nouveau guide, Mojtaba Khamenei, avait validé ces négociations et cet accord. Donc clairement, pour l'instant, encore une fois, aucun intérêt pour le régime iranien de ne pas le respecter. J'aimerais juste revenir sur la relation... On parle que le président américain était désespéré. Oui, bon, après, ça encore, oui. Bon, après, quand on voit l'accord qu'il a signé, c'est peut-être pas éloigné de la réalité, mais bon. Ce que je peux dire, c'est qu'il ne faut pas quand même oublier que depuis les massacres du 7 octobre, Israël, l'allié américain a donné un blanc-seing à Israël pour mener toutes les guerres qu'il souhaitait mener, que ce soit à Gaza, au Liban, ses interventions en Syrie, contre les rebelles yéménites Houthis et jusqu'en Iran. Ce que je veux dire par là, c'est que effectivement, Benyamin Netanyahou souhaitait un renversement du régime. Il n'a pas réussi parce que, au bout d'un moment, les Américains, sur des conseils avisés de leurs alliés turcs, ont dit non, on n'arme pas les Kurdes, donc il n'y aura pas d'offensive kurde iranienne partant d'Irak pour foncer sur Téhéran. Et à partir de là, toute la mécanique s'est rayée. Maintenant, il ne faut pas oublier que pour Israël... Est-ce qu'ils auraient réussi, les Kurdes ? C'est une autre question. Je ne suis pas certain, étant donné que ça peut avoir provoqué l'effet inverse, à savoir un renforcement du sentiment nationaliste en Iran. Ce que l'on peut dire, en tout cas, c'est que contrairement à ce que escomptait le Mossad, la population iranienne n'est pas descendue dans la rue, effrayée qu'elle était par les bombardements. Maintenant, il ne faut pas oublier que sur l'Iran, avec la guerre des 12 jours de juin 2025 et encore cette guerre de 40 jours de mars et avril 2026, Israël a quand même réussi à affaiblir ce qui constituait une menace à ses yeux, à savoir le programme nucléaire iranien qui a été affaibli, toutes les centrales qui ont été bombardées. L'Iran aujourd'hui n'enrichit plus d'uranium, ceci juste après la guerre des 12 jours. Et dernière chose, le programme balistique, effectivement, l'Iran a tiré des missiles, mais le stock a malgré tout diminué. Et donc aujourd'hui, on voit dans le narratif de Benyamin Netanyahou, effectivement, lui, il aurait voulu une reprise de la guerre et tenter justement avec les Américains, en tout cas pousser les Américains à faire le sale boulot. Il n'y est pas arrivé. Mais cela ne veut pas dire pour autant que ça y est, c'est la grande brouille entre Israël et les États-Unis. Non, Israël et les États-Unis sont alliés. C'était la guerre de sa vie pour Benyamin Netanyahou. Il a quand même réussi à convaincre un président américain d'y aller avec lui. La République islamique est affaiblie, mais effectivement, force est de constater qu'elle n'est pas à terre. On va écouter J.D. Vance, justement, parce que ce qu'il a dit sur Israël, justement. Les Israéliens, comme tout le monde, doivent respecter ce processus de paix qui leur est fondamentalement bénéfique, comme pour l'ensemble de la région. Mais le président a parfois été frustré de voir que, alors que nous sommes sur le point de réaliser une avancée majeure dans l'accord, une explosion de grande ampleur survient soudainement dans un quartier civil de Beyrouth, faisant de nombreux morts qui n'ont aucun lien avec le Hezbollah. C'est inacceptable, c'est pourquoi nous avons demandé une coordination plus étroite afin que ça ne se reproduise plus. Karim Bitar. Alors, ça m'ennuie de dire ça, mais là, sur cette affaire, c'est pas l'une des frappes qui a fait le plus de dommages collatéraux de civils. Celle-là était relativement ciblée. Ce qui a énervé Trump, c'est que cette frappe est intervenue le jour de son anniversaire, alors qu'il était sur le point de finaliser le deal avec l'Iran. Si on veut accuser Israël, il y a des dizaines de cas où il y a eu des dommages collatéraux par dizaines, par centaines, notamment en avril où on a eu 300 morts en 10 minutes. Là, c'était relativement ciblé et les Israéliens sont malins. Ils s'arrangent toujours pour cibler un chef du Hezbollah qui a tué des Américains il y a 20 ou 30 ans pour aller ensuite dire dans les médias américains, le type qu'on a ciblé, c'est un terroriste que vous-même vous recherchiez, donc ne venez pas nous chercher noise. Mais là, il l'a quand même très pris parce qu'ils lui ont pourri son anniversaire. Mais il y a un changement de ton depuis plusieurs jours. On enseigne à nos étudiants depuis 30 ans qu'il ne faut pas trop adopter des principes psychologisants, ne pas trop faire de psychologie de bazar. Mais avec Trump, on ne peut pas faire abstraction de son narcissisme, de sa pathologie. C'est maladif.
Ah, vous êtes une d'accord. maladie. Oui, c'est Il maladie. avait quand même eu son Donc, combat du UFC dans la Maison Blanche quelques jours auparavant. Il était Hallucinant, assez distrait. On Oui, a vu d'ailleurs à c'est ça. Versailles, il n'arrêtait pas d'en parler. Un mot sur le nucléaire, parce qu'il faut tout de même y avancer. Ça, c'est le point 8 de ce protocole d'accord. L'Iran qui s'engage donc à ne pas développer ou se procurer la bombe nucléaire. Alors, c'est assez flou sur justement... Alors d'abord, il n'y a rien sur les centrifugeuses, sur les centres de recherche, sur les vérifications. Il y a... Alors, on parle de ces 440 kilos d'uranium enrichi. Il est prévu une dilution en Iran sous supervision de l'AIEA. On va écouter Grossi, le président de l'AIEA. Un minimum. Le fait que le rôle indispensable de l'AIEA soit reconnu, c'est un bon point de départ. Maintenant, c'est à nous de nous asseoir avec nos collègues américains et iraniens et de commencer à définir les mesures concrètes qui devront être prises. Je pense donc que c'est une bonne chose que ce protocole d'accord soit en place. Le travail technique peut désormais commencer. Tamer Sebok, il reste optimiste, le patron de l'AIEA, parce que l'idée, ça serait cet uranium enrichi dont on a beaucoup parlé, ces 440 kilos. Il était question qu'il soit envoyé aux États-Unis. On a parlé de la Russie à un moment donné. Là, a priori, il reste en Iran et va être donc dilué. Et donc, c'est les Iraniens qui doivent le diluer sous inspection donc de l'AIEA. Autant, je veux dire, c'est mieux que rien. Oui. Je crois que c'est surtout ça qui s'est dit. Mais dans les clauses qui sont obligatoires et immédiates, ce n'est pas celle-là qui est mentionnée. Ça veut dire la plupart des clauses qui sont obligatoires et que l'Iran dit qui ont effet tout de suite, ce n'est pas celle-là qui est mentionnée. Donc, comment... Vous voulez dire c'est flou, en fait. C'est très flou. Et par rapport aux demandes de l'Iran, les États-Unis n'ont pas pu imposer ça comme condition préalable. Ça veut dire on signe même dans 60 jours et tout de suite vous nous amenez le résidu nucléaire ou vous nous montrez comment on le dilue. Ça fait partie des choses que les Iraniens disent qu'ils vont faire. C'est très bien, mais on va attendre qu'ils le fassent. Il va falloir négocier. Et donc, juste, allez-y. Ce qu'on oublie, c'est qu'on reste un peu dans le vieil ordre du monde, comme si tous les pays qui sont autour, la Turquie, les Émirats, l'Arabie Saoudite, n'ont pas envie maintenant aussi d'avoir du nucléaire, n'ont pas envie maintenant de pouvoir influencer sur qui a cette arme et comment on l'utilise. C'est-à-dire qu'on est dans une négociation comme on faisait avant. Si vous l'avez pas, les autres n'auront pas. Nous allons contrôler. C'est un peu absurde parce qu'on est dans un autre monde. En fait, c'est quoi ça veut dire qu'il y a un risque de discours autour de la prolifération en disant... Les Saoudiens, pour l'instant, n'ont pas envie de proliférer dans la mesure où ils ont passé un deal avec les Pakistanais en septembre 2025. C'est les Pakistanais qui font ce qu'on appelle de la dissuasion élargie. Parce qu'eux ont la bombe atomique, il faut le rappeler. Extended Deterrence. Donc, c'est les Pakistanais qui offrent leur parapluie nucléaire à l'Arabie Saoudite, un peu comme l'Allemagne a demandé à la France de faire pour remplacer le parapluie nucléaire américain. Donc, les Allemands, là, les Suédois et les Norvégiens ont fait la même chose avec la France. Donc, ce que les Saoudiens, plutôt que de construire leur propre bombe nucléaire, demandent au Pakistan ils ont signé d'assurer la protection nucléaire. La Turquie aimerait avoir. C'est évident. Et l'Égypte, si l'Iran obtient la bombe, je pense que les Turcs suivront. Les Saoudiens éventuellement, et puis l'Égypte probablement. Alors, mais justement, là, devrait y avoir des inspections prévues, mais si on compare... Mais les inspections, je vous coupe la parole, pardonnez-moi, mais il y a eu des problèmes. Grossi avait même plus accès avec ses équipes à un moment donné aux centres les plus névralgiques, Natanz. Et ça, c'est quand, effectivement, Trump a fait sortir les États-Unis du fameux accord de 2015. Ouais, alors, à chaque fois, il a fait référence à cet accord, Karim. Comme étant un livre très, très mauvais. Oui, c'est ça. En disant hier, il a dit, d'abord là, ça sera l'accord Trump. Donc, voilà, là aussi, Obama avait fait un très, très mauvais accord en 2015. Le mien est meilleur. Voilà. Alors qu'en 2015, il y avait quand même, effectivement, une inspection, en l'occurrence, de cette agence. On en revient à l'AIEA. cette pathologie, cette jalousie maladive, obsessionnelle envers Barack Obama. Il y a un caricaturiste, Pat Chapat, qui a fait un dessin amusant. Qu'est-ce que vous reprochez à cet accord? C'est uniquement la signature. Si c'était signé le
le Trump deal, il aurait accepté. Et là, il a accepté beaucoup moins que ce qui avait été fait comme concession par les Iraniens en 2015. Donc, il se retrouve un peu prisonnier de cette... Quand vous dites beaucoup moins, c'est-à-dire à quel niveau En 2015, les Iraniens s'étaient engagés à un taux maximal d'enrichissement de 3,67. Ils avaient divisé par 20, si je ne me trompe pas, le nombre de centrifugeuses. Ils avaient accepté des inspections inopinées de l'IAEA. Et ce n'est que après qu'il ait déchiré unilatéralement cet accord multilatéral qu'ils se sont lancés dans une fuite en avant pour essayer de se doter de l'arme. Mais pendant les 3 premières années, l'accord était respecté par les Iraniens. Ce qu'on pouvait reprocher à l'accord de 2015, c'est qu'il ne parlait pas du balistique ni des proxys. Mais là, on ne parle ni des balistiques, ni des proxys, ni du nucléaire. Et c'est quand même... Il y a quand même une chose qui est intéressante dans ce point 8. C'est le cœur du contentieux entre les Américains et les Iraniens, à savoir le programme nucléaire de l'Iran. Et là-dessus, on voit 2 reculs américains. Premier recul... Par rapport à 2015, donc ? Non, par rapport justement à ce que souhaitait Donald Trump avant de lancer cette guerre. Et ce qu'il a répété pendant cette guerre, à savoir le stock d'uranium hautement enrichi à 60%, 441 kilos, qu'il accepterait, d'après le texte, à l'issue des négociations de 60 jours, qu'il soit dilué en Iran. Donc, il n'y a pas de stock envoyé aux États-Unis comme c'était réclamé, ou même en Russie, comme ça avait été évoqué à un moment avant le début de la guerre. Deuxième chose, encore plus importante, parce que le diable se cache dans les détails, c'est dans ce texte, entre les lignes, le droit de l'Iran à l'enrichissement d'uranium sur son propre territoire qui lui est donné, qui lui est garanti. Pour faire du nucléaire civil. Oui, mais c'est exactement ce que constituait, ce que contenait l'accord sur le nucléaire iranien. C'est-à-dire que Donald Trump, aujourd'hui, accepte que l'Iran dilue le stock d'uranium enrichi à 441 kilos, c'est-à-dire l'équivalent de 9 bombes, si l'Iran décidait de se lancer dans la construction de la bombe, ce qui n'avait pas été le cas avant la guerre, qui est diluée en Iran et qui n'est pas envoyée à l'étranger aux États-Unis. Et puis, on reconnaît à l'Iran ce que l'Iran réclamait depuis le départ, une ligne rouge, le droit à l'enrichissement pour des raisons civiles, pour ses besoins nucléaires. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire revenir au deal que Donald Trump avait déchiré, le deal de Barack Obama, qui, comme ce protocole d'accord ne traitait pas de balistique, comme ce protocole d'accord ne traitait pas du rôle et de l'influence régionale de l'Iran, c'est-à-dire son soutien au proxy. Donc, tout bonnement, on se retrouve dans une situation, dans un deal qui est pire que celui de 2015, avec pour l'instant les agents de l'Agence internationale de l'énergie atomique qui ont été virés après la guerre des 12 jours, qui ne sont pas de retour en Iran. Donc je suis désolé, on est dans la première preuve d'un Trumpisme qui s'applique aux relations internationales sur la guerre en Iran, c'est-à-dire que c'est une catastrophe, c'est-à-dire que la méconnaissance de ce dirigeant de la plus haute puissance du monde, qui ne souhaitait pas, qui s'évertuait à ne pas écouter ses plus grands conseillers. Dieu sait qu'il en avait sur l'Iran, se retrouve aujourd'hui à capituler devant la République islamique, ce qui est gravissime pour le peuple iranien et les pays de la région. Donc vous parliez du JCPOA, donc de 2015. Et on a mis 2 ans quand même pour justement le signer. Là, on parle de 60 jours. Donc d'abord 60 jours. C'est normal que ça prenne du temps. Oui, 60 jours vont-ils suffire ? Je fais juste un petit tour de table pour justement continuer à négocier autour de cette question du nucléaire. Oui, non. C'est trop peu, ce sont 60 jours renouvelables. Les Iraniens ont tout intérêt à jouer la montre, à prendre les acquis, le dégel des avoirs, et je ne pense pas que ça aboutira à une solution durable, car les problèmes de fond, il y a des différences quand même irréconciliables. Si les États-Unis, dans 2 mois, devaient accepter tout ce qui est... Donc l'Iran, pour être clair, ne va pas toucher, au terme de ces 2 mois, les 300 milliards qu'ils sont censés... Le guide suprême qui déclare que les futures négociations avec les États-Unis se tiendront face à face. Oh. On pourrait voir enfin le guide suprême. On ne l'a pas vu depuis Mojtaba Khamenei. On l'a pas vu depuis ça avait déjà lieu depuis la fin de la guerre, même si on n'avait pas les images de dirigeants des 2 pays ennemis dans la même salle. Maintenant, Trump s'est déclaré ouvert. Je ne suis pas sûr que le guide suprême, le nouveau en tout cas, soit en état de rencontrer Donald Trump, celui qui d'ailleurs a ordonné le meurtre de son père, de sa mère, de sa femme et de l'un de ses enfants. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que... Pardon ? On n'a plus le temps. Excusez-moi. Merci beaucoup. Merci en tout cas d'avoir participé. Armin Arifi, Tamar Sebok, merci Karim Ulbita. Et merci à vous, Ronald Dato. Merci de nous avoir suivis et restez avec nous sur France 24.